je vous propose qu'on ouvre une petite séquence de questions-réponses. Donc, s'il y a des questions dans la salle, vous n'hésitez pas à lever la main et on vient à vous, ici, oui, à gauche, par là. Merci. Allez-y, on vous écoute. Merci. Merci beaucoup. Une question pour Monsieur Bernard. Vous avez évoqué dans votre présentation l'impact, ou plutôt l'origine des personnes qui se positionnaient sur Bamba, qui venaient pour quasi la moitié du parc social. Et je veux savoir du coup à l'échelle de la commune, quel lien vous aviez installé avec les bailleurs sociaux de la ville. Est-ce qu'ils étaient partie prenante de ce projet ? Et peut-être pour les autres personnes de Ville Vivante, est-ce que, pareil, ce secteur du logement social, il peut trouver sa place dans ce type de dispositif, alors qu'on est plutôt sur des choses avec des plus grands collectifs, au-delà des surélévations dont on a parlé ce matin? Merci. Merci de votre question. Alors, en fait, la réponse est non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu spécifiquement, si vous voulez, d'action entreprise avec les bailleurs. Et surtout, ils ne participent pas du processus ni d'aménagement, ni de construction, par exemple, alors même que c'était des quartiers où ils sont déjà très présents et où on leur a parfois demandé, et je l'ai expliqué un tout petit peu dans la présentation, de racheter des logements qui ne se vendaient pas. Là, en fait, on fait 100 promoteurs, mais on fait aussi 100 bailleurs, finalement. C'est les habitants donc, pourquoi est-ce qu'il y a la moitié des accédants dans Bamba qui sont issus du logement locatif social? La première réponse, c'est que c'est beaucoup des gens qui habitent le quartier et qui, en fait, donc, n'ont pas l'image négative que des gens qui habitent dans d'autres quartiers de la ville ou de la métropole peuvent avoir sur leur quartier. Et ça, ensuite, qu'est-ce qui fait que socialement c'est possible? C'est parce qu'on arrive à sortir des logements pas chers et que c'est vraiment abordable. Enfin, en fait, la clé d'explication, elle est là, elle n'est pas sur une mobilisation des bailleurs, avec qui par ailleurs on a de très bonnes relations et avec qui on travaille évidemment, mais ce n'est pas directement avec les bailleurs, plutôt avec les habitants finalement qu'on a coopéré. Il y avait une deuxième question juste en dessous, je crois. Oui, bonjour, CAE77 pour Bamba et puis pour Ville Vivante. Pour Bamba, l'investissement de voirie du lotissement, c'est vous, ville, directement. Donc, ce n'est pas à but lucratif du tout. Ouais. Et d'autre part, comment on fait sur ces produits de maison pour améliorer l'intervention architecturale par rapport à un lotissement lot libre ordinaire? Alors, sur la première question, tout l'investissement de la collectivité, il doit être amorti par la vente des droits à construire, mais pas plus. C'est-à-dire qu'on vise, on verra, il faudra qu'on en reparle dans d'autres colloques, Amandine, quand on aura avancé, qu'on pourra sortir des bilans. Mais ce qu'on vise, l'épure, c'est ça. Donc, on investit des millions d'euros sur ces terrains, alors qu'on maîtrisait, le foncier on le maîtrisait, c'était une friche, j'ai pas eu le temps de tout raconter tout à l'heure, mais c'est une friche sur laquelle on intervient, qu'on maîtrisait depuis longtemps. On fait tous les aménagements primaires. On accepte de se plier à l'exercice de faire les branchements un peu en fonction des découpes de terrain avec les habitants. On finance les clôtures, les plantations, etc. On vend malgré tout des terrains, donc il y a une recette et progressivement, ça rembourse l'investissement de la collectivité qui, évidemment, contrairement à un aménageur privé, ne va pas chercher. D'abord, elle peut prendre le risque et donc elle ne va pas chercher à marger par rapport à ça, évidemment. Voilà, donc ça, c'est une vraie différence. Et l'autre partie de la question... Sur la qualité architecturale. Alors, la grosse différence, c'est que nous, c'est là-dessus qu'on met des moyens. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que de l'aménagement physique, ce que ferait là aussi un lotisseur. Nous, en fait, on demande à Ville Vivante de produire cet accompagnement et le savoir-faire qu'ils ont acquis sur d'autres démarches comme Bimbi et Bounty, c'est justement de refabriquer de l'harmonie urbaine à partir de projets individuels, chacun différent, les uns à côté des autres, etc. Donc c'est vraiment, là, il y a quelque chose comme une inversion
dans la façon d'approcher cette question de la qualité urbaine, mais qui est aussi de faire confiance à deux choses, à mon avis. Faire confiance aux gens et faire confiance à la diversité. C'est-à-dire considérer que ce n'est pas l'uniformité qui va faire la qualité urbaine d'un quartier. Mais là, je donne un sentiment personnel à Amandine. Alors, et que je partage complètement. Et juste pour compléter, vous avez vu la densité à Bamba, elle est très forte. Hein, on a des tout petits terrains. Ces petits terrains, au final, ils sont un super effet de levier pour travailler la qualité architecturale parce qu'on ne peut pas juste poser une maison catalogue sur ce terrain-là. Tout est sur mesure, tout est pensé dans la dentelle. On vient vraiment travailler les espaces extérieurs en premier lieu, quasiment, je dirais, bien avant les espaces intérieurs, c'est-à-dire que ça devient des vrais espaces à vivre, c'est des pièces supplémentaires. Et ce travail de la dentelle, il se ressent forcément après dans la construction. Donc, on collabore, parce que c'est le cas de dire, avec tout type de professionnels. Ça peut être des maîtres d'œuvre, des constructeurs, c'est la majorité, des architectes aussi. Et même les constructeurs qui ont l'habitude de faire des maisons catalogues, là, font du sur-mesure. Pas le choix. Sur un terrain de 180, 200 mètres carrés, c'est du sur-mesure. Il y avait une question là-bas. Vu le besoin d'aller le plus vite possible sur ces questions de densification, je voudrais savoir qu'est-ce qui bloque en fait, qu'est-ce qui aujourd'hui vous empêche ou qui ne va pas suffisamment vite pour déployer des projets plus rapidement. Qu'est-ce qui bloque ? En fait, je ne sais pas si, quand je vous ai raconté l'histoire de Céline qui n'avait pas forcément l'idée et qui voulait juste ouvrir son fenêtre, en fait, rien que le fait il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'idée, tout simplement, que des projets immobiliers pourraient résoudre une partie de leurs problématiques, pourraient être super, et même n'ont pas forcément les moyens techniques ou les savoir-faire, les compétences pour porter des projets immobiliers. Et c'est ça, on va dire, notre enseignement quand on a mis en place des opérations immobilières, on s'est rendu compte qu'avec un protocole en fait, d'accompagnement, en fait, on pouvait clairement massifier ce type de projet. Et effectivement, sans ça, c'est pas parce qu'on va... c'est très bien de travailler des règlements d'urbanisme qui permettent d'ouvrir des droits à bâtir là où il faut vraiment accueillir en priorité, c'est-à-dire là où il y a déjà des équipements de transport en commun, là où il y a déjà les équipements, là où les gens veulent habiter aussi. Mais ça ne suffit pas. Parce que cette densification, elle se fait sur des parcelles privées qui appartiennent à des propriétaires privés. Et ces propriétaires-là, il faut qu'ils aient l'idée de les libérer. Et c'est là toute l'intention. Et c'est pour ça que nous, on travaille à collaborer avec alors, à la fois des milieux particuliers, mais aussi des collectivités. Et donc, c'est là où nous, on fait notre travail aussi de sensibilisation et d'information pour justement massifier cette démarche. Merci. Juste en complément, le travail sur mesure, c'est aussi la question de ce qui bloque, ça va être différent en fonction de chaque type de projet. Chez elle, ça va être l'accès au financement bancaire. Chez lui, ça va être les individus qui ne se sont pas mis d'accord. Chez encore une autre personne, c'est parce qu'il y a une difficulté à trouver un point d'entente avec l'application du droit des sols. Encore à un autre endroit, c'est la difficulté à imaginer quel pourrait être le programme et quel pourrait être le besoin. Encore à un autre endroit, c'est que monsieur et madame ne sont pas d'accord. Encore à un autre endroit, c'est que les enfants imaginaient peut-être un autre sort pour la maison où ils ont grandi. Et donc la capacité de déblocage, ce n'est pas la capacité d'identifier un facteur et de s'y confronter ou de revendiquer. La capacité de déblocage, c'est la capacité d'avoir une ingénierie multifacette de très haut niveau qui soit suffisamment attentive et versatile pour aller apporter les bons déverrouillages là où ils sont nécessaires, dès lors que, bien sûr, le droit de l'urbanisme permet les projets. Ça fait un tout petit peu penser aussi à ce que vous disiez, M. Daon, sur le besoin de changer d'attitude et que les habitants puissent vraiment changer d'habitude et de réflexe concernant les mobilités, effectivement. Juste, il y a 2 dernières questions très rapidement. Alors, j'en ai une là, une là-haut, et j'en ai 2 devant. Alors, on va essayer de les prendre très vite. On va vous Bonjour, écouter. Vincent Legrand, je suis juriste. Alors, je réagis sur ce que vous venez de dire concernant le droit de l'urbanisme. Je suis là. D'abord, féliciter Denis pour sa mémoire des prénoms, parce que je suis assez impressionné. Et ensuite, vous dire combien cette démarche de recherche de
densification est essentielle, car on parle de ZAN depuis maintenant 3 ou 4 ans, mais il y a un vrai impensé sur la nécessité de faire évoluer les tissus urbains et de trouver les bons outils. Et donc les démarches que vous mettez en place sont, me semble-t-il, exemplaires, tant et si bien que le congrès des notaires qui s'est tenu au mois de septembre dernier sur le logement, dans les solutions, n'a fait que sur ce point-là faire référence au BIMBY, pas au Bounty, mais au BIMBY. J'ai 2 questions techniques. D'abord, sur la frise que Amandine n'a pas à projeter rapidement, on a vu qu'il y avait dépôt de permis de construire ou dépôt de déclaration préalable. Est-ce qu'il y a majoritairement des détachements de terrain en BIMBY, ou est-ce qu'on est face à des propriétaires qui font des constructions sur leur terrain? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des nécessaires ventes de lots à bâtir? Et sur le Bounty, est-ce que vous vous êtes déjà confronté aux problématiques de réglementation sur les destinations, qui sont en règle générale très pénalisantes et qui empêchent l'évolution du bâti? Alors, Amandine, si c'est possible de répondre très vite pour qu'on prenne la prochaine. Oui. On s'est confronté à plein de choses. Alors, vous parlez des changements de destination, on s'est confronté à des cahiers des charges de lotissement aussi. Enfin, on s'est confronté à tout un tas de choses qui empêchent, on va dire, ou contraignent la densification, en plus des règles dans un document d'urbanisme. Et pour vous répondre à votre première question sur est-ce qu'il y a plus des projets de détachement d'un lot pour un tiers ou de construction pour soi, il y a de tout. Très sincèrement, il n'y a pas de. En fait, les quantités, ça revient à peu près au même. Il y a de tout et il y a même des constructions, c'est-à-dire c'est le porteur de projet on l'a vu, qui porte un projet pour un locatif pour soi, mais pour un tiers, quoi. Voilà. Donc en fait, il y a de tout. Et le cas où ça dépend forcément de l'âge du porteur de projet et du propriétaire initial, mais il y a de tout. Bonjour. Je vais poser une question un petit peu dans la lignée des autres questions et sur les sujets réglementaires. Cette fois-ci plus sur l'exemple du Bamba. Dans quelle mesure l'innovation d'un montage de projet d'opération comme celui du Bamba a-t-il réussi à convaincre le législateur? Et je parle notamment, prenons un exemple type, si je suis bien la logique, le projet n'est pas défini à 100% au départ. On ne peut donc pas y donner exactement l'impact que ce projet aura par exemple sur l'environnement. Comment on peut déterminer l'impact de l'opération et se la faire autoriser alors que ces traits vont être définis au fur et à mesure? Alors là aussi, c'est une bonne question et je vais essayer d'être très, très rapide, c'est ça. En fait, on a eu de la chance, c'est qu'on a pu trouver en face de nous je pense au service de l'État, je pense à un certain nombre d'acteurs, plutôt de la bienveillance et de l'intérêt, à tel point que maintenant, comme on est reconnu démonstrateur de la ville durable, c'est assez facile en fait de pouvoir accepter cette part d'innovation, d'expérimentation, mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'on pourrait avoir cette difficulté dans plein de projets équivalents. Ça fait partie de l'intérêt de ce qu'on est en train de faire, c'est tout en avançant dans le projet, on travaille sur sa réplicabilité, qu'on essaie de documenter. Ça intéresse donc beaucoup à l'échelle nationale. Donc il y a une étude spécifique qui est faite sur l'évaluation du projet et sa réplicabilité. Et ça nous intéresse, nous, sur notre territoire, en se disant, est-ce qu'on a des gisements, est-ce qu'on a des niches de démarche? Alors c'est évident sur le BIMBY et le Bounty. Sur Bambas, ça l'est peut-être moins. En tout cas, il y a des vraies questions sur qu'est-ce qui est nécessaire pour que ça fonctionne et pour que ça soit utile et intéressant de le faire. Et il y a peut-être des endroits où on pourrait avoir des difficultés plus grandes, mais pour nous, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Alors, 2 très rapides dernières questions. Bonjour, Claire Laurence de Cultiver la Ville. C'est un peu dans la même lignée des 2 précédentes questions, mais vous avez fait une expérience qui se développe sur l'ensemble du territoire et du coup qui rencontre des morphologies et des typologies qui sont quand même différentes. La chose la plus importante, à mon sens, pour que ce travail exemplaire ne soit pas anecdotique, c'est évidemment dans quelle mesure il rencontre et il se confronte aux réglementations, notamment locales, le PLU, mais voire aussi le Code de l'urbanisme, de telle manière à ce qu'elle puisse être massifiée et développée au-delà de villes vivantes. Dans ces confrontations, est-ce que vous avez pu rencontrer des contraintes ou des marges de progression similaires ou singulières en fonction des territoires ?
Et peut-être tout de suite prendre la deuxième question qui est juste en dessous. Ouais. Merci beaucoup. Oui, ça sera beaucoup plus court. C'est juste savoir le degré d'envie que ça crée chez quelqu'un qui voit ça dans son quartier. En fait, l'effet de reproduction, parce que plein de gens pensent que ça n'existe pas, c'est pas possible. Et le fait de le voir ailleurs, est-ce que ça a vraiment, est-ce que c'est un levier fort en fait? Alors sur la première question, très rapidement, oui, on peut rencontrer des difficultés réglementaires. Néanmoins, on n'a absolument pas exploité toute la mesure du potentiel. Et donc, quelles que soient les contraintes qu'il peut y avoir dans un territoire donné, ce n'est absolument pas une limitation dans la mesure où on accompagne autant de personnes pour qu'il y ait des logements de produits. Premier point. Second point, le travail finalement de mise en application intense du document d'urbanisme ou de mise à l'épreuve du document d'urbanisme, à l'épreuve de cette multitude de projets, permet à la collectivité de disposer de beaucoup d'informations, si elle le souhaite, pour faire évoluer son document d'urbanisme à partir d'exemples précis qui ne sont pas liés à une doctrine sur ce que doit être l'urbanisme, mais qui sont liés au fait que le document d'urbanisme va être aidant ou au contraire va être contraignant par rapport à des projets qui peuvent être considérés comme vertueux ou légitimes. Donc oui, il y a des difficultés, elles ne nous empêchent pas de faire et elles permettent pour les collectivités qui le souhaitent de documenter des façons de faire évoluer le document. Je ne m'en souviens plus. Non, mais c'était sur l'effet boule de neige. Ah oui, il y a un gros effet boule de neige. Donc moi, j'ai un même. Bien sûr, parce que ici, on a nos premiers ambassadeurs sont les porteurs de projets en fait que l'on accompagne. Sur Bamba, c'est évident d'ailleurs et c'est assez flagrant. Hein. On a des projets de cousins, cousines qui viennent habiter à côté. La cousine arrive après. On a des projets de parents en fait, d'amis, de collègues de travail, donc qui décident d'habiter les uns à côté des autres. Et on l'a aussi bien sûr dans le Bibi et dans le Bounty. Donc oui, bien sûr, ça fait effet boule de neige, savoir que en fait c'est possible. Ça marche. Merci beaucoup.